Bonjour, bonsoir, Balandino sur Étoile Inès TV. En tout cas, grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui à cette énième session de décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, je suis très content de vous retrouver, comme je l'ai dit. En tout cas, je vous espère bien portant. J'espère que tout se passe très bien. Ou sinon, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire en commentaire. Dites-nous comment vous allez. Ça va nous faire du bien. Ça nous fait du bien de savoir que nos fidèles, les fidèles de décryptage politique et d'Étoile Inès TV vont très bien. Parce que je ne cesse de le dire, sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Sans vous, il n'y a pas Étoile Inès TV. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui avec de la politique. On va traiter de l'actualité politique en République démocratique du Congo. On va essayer de toucher un peu beaucoup de choses. Je vais juste rapidement vous dire de quoi il va être question. Je vais vous parler de Emmanuel Macron qui a été interviewé par un journaliste de Radio Okapi. Je vais vous passer une vidéo de quoi il a été question. Je vais vous parler encore une fois de Félix Tshisekedi qui a promis de reconstruire l'Est après la guerre. Je vais vous passer aussi une vidéo par rapport à ça. Et puis, je vais vous parler aussi de la réouverture de l'aéroport de Goma. Comme vous le savez, à ce forum de paix qui était organisé par Emmanuel Macron en France, ce forum qui a réuni 60 délégations de partout dans le monde, 70 pays étaient invités. Le président Félix Tshisekedi était là. Je vous ai signalé l'autre fois que Kagame n'était pas présent. Alors, dans le discours de Emmanuel Macron, il avait exigé ou il avait demandé à ce que l'aéroport de Goma soit rouvert parce que, pour rappel, cet aéroport avait été fermé depuis la prise des deux grandes villes, des deux provinces nord et sud Kivu. Là, je cite Goma et Bukavu. Cet aéroport était fermé. Alors, il a exigé à ce que cet aéroport soit rouvert pour permettre à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée, parce que le but même de ce forum de paix qui était organisé par Macron, c'était de permettre ou de sensibiliser la communauté internationale pour pousser les gens qui aidaient les pays des Grands Lacs, les pays qui étaient soumis à des conflits de guerre. Alors, il a voulu sensibiliser la communauté internationale pour que cette dernière puisse apporter un peu plus par rapport à ce qu'elle faisait, parce que je vous ai dit aussi l'autre fois que les États-Unis ont coupé leurs fonds qui étaient destinés aux victimes de guerre. Là, je vois l'organisation de USAID qui a déjà fermé. Il y a beaucoup de financements qui sont terminés, des financements qui visaient les victimes de la guerre, qui étaient coupés ou qui étaient diminués, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de traitements, des faveurs, des traitements qui étaient gratuits par rapport aux victimes qui n'étaient pas financés. Je vous ai dit l'autre fois, entre autres, il y a eu des malades, les soins qui étaient gratuits dans les hôpitaux pour les victimes de guerre. Ces soins-là n'étaient plus gratuits parce que les gens qui payaient, qui finançaient, ne le font plus ou ne le faisaient presque plus. Alors, au vu de la situation, beaucoup de malades ont été obligés de recourir à l'automédication. Alors, par rapport à tout ça, Macron avait invité la communauté internationale, il y avait les États-Unis qui étaient là, il y avait toutes les grandes puissances qui étaient là, qui ont répondu présent par rapport à cette invitation. Et c'est de là que dans son discours face
la nation ou face aux délégations qui étaient présentes, il avait proposé à ce que l'aéroport de Goma soit euh, réouvert pour permettre à ce que l'aide puisse être acheminée, au moins que l'aéroport soit réouvert, pas pour les commerces, mais au moins pour permettre à ce que les avions qui iraient à l'Est pour apporter de l'aide soient libres d'atterrir à Goma. Il y avait eu des choses qui étaient citées par rapport à ça. Il y a le ministre rwandais, Olivier, qui avait représenté la délégation du Rwanda, qui avait dit que Paris n'était ni l'endroit, ni les lieux de parler de la réouverture de l'aéroport de Goma. Lui, qu'est-ce que et Macron peut dire par rapport à ça? Et aussi, le problème, il est traité à Doha, pas à Paris. Et aussi, l'Est de la République était occupé par les M23. Donc, ça n'engage pas à Macron de décider de la réouverture de l'aéroport de Goma parce que, selon lui, les M23 n'ont pas été invités à ce forum. C'est eux qui traitent de ce problème-là parce que ce sont eux qui occupent l'Est, qui occupent Goma, qui occupent l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est à eux de décider si l'aéroport doit être réouvert ou pas. Alors, par rapport à ça, il y a eu aussi la réaction de notre gouvernement congolais. Qu'est-ce que notre gouvernement a dit? C'est la première information que je vous passe aujourd'hui sur décryptage politique. Le porte-parole de notre gouvernement, Patrick Mouyaya, il a eu son mot à dire par rapport à ça. Je vous lis un peu ce que lui, il a dit. Il a dit ceci: la réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises et uniquement pour des vols humanitaires qui seront effectués en journée. Ce n'est ni l'agitation du père, le Rwanda, encore moins celle du fils, le M23, qui remettra en cause l'engagement de ceux qui, aux côtés du président Tshisekedi, d'Emmanuel Macron et de Fej Nassi, se sont mobilisés aujourd'hui à Paris pour des millions de femmes et des enfants qui ploient quotidiennement sous le joug des agresseurs et de leurs supplétifs. Là, c'est la réaction de Patrick Mouyaya. Quant à la réaction de Corneille Nangaa, qui est le président de l'AFC M23, il a aussi réagi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? À Chilombo, nous disons ceci: si tu es garçon, viens sans l'AFC M23 rouvrir l'aéroport de Goma. Là, ce sont les deux réactions. Il y a la réaction de Patrick Mouyaya qui représente le gouvernement congolais. Il y a aussi la réaction de Corneille Nangaa. Toujours par rapport à notre gouvernement, Judith Assominois, la première ministre, a eu aussi son mot à dire. Elle a dit, elle a aussi suggéré à ce que l'aéroport soit rouvert pour des raisons pour faciliter plutôt l'aide humanitaire qui est en cours, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont réagi toujours par rapport à ce forum. Je vais vous en parler dans une autre émission. Je vais vous parler des pays qui ont réagi par rapport à ce forum. Est-ce que ça a apporté quelque chose à la RDC ou pas? Oui, je vais vous en parler. Alors, par rapport à ça, elle a engagé, ou elle a chargé le ministre de Sport, le ministre de Transport plutôt, Monsieur Jean-Pierre Mbemba, de suivre de près la situation de la réouverture de l'aéroport. Donc là, c'est la première information. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? En tout cas, à ce que je sache sur le plan pratique, en tout cas, je ne vois pas cela se faire parce que
l'est de la République démocratique du Congo est occupé par les M23. Et nos FARDC ne sont pas, ils sont aux alentours, et les Ouazalendo, ils essaient de voir comment ils peuvent reprendre Goma. Mais aussi longtemps que Goma est toujours sous contrôle des M23, comment est-ce qu'on peut ouvrir cet aéroport? Donc, sur le plan pratique, ça n'a pas de sens. On n'est pas encore des M23. Voilà pourquoi ce Nanga a osé dire que Félix Tshisekedi, si tu es garçon, viens ouvrir. Parce qu'il sait que ce sont eux qui occupent cette partie de l'Est, le nord, le sud Kivu, ce sont eux qui occupent cette partie-là. Donc, ce sont eux qui règnent en maître là-bas. Alors, comment est-ce que le gouvernement congolais peut juste décider de rouvrir l'aéroport au moment où le gouvernement n'a même pas son mot là-bas? On n'a pas de mots par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, ça en est là avec la première information. S'il vous plaît, je vous prie de m'excuser. Il y a le voisin qui est en train de faire, d'aménager sa maison. Donc, il est en train de percer les murs. Donc, c'est les bruits que vous allez écouter. Alors, on est obligé de continuer avec l'émission comme ça. Ou sinon, je vous prie d'être patient avec moi. Avant de passer à la deuxième information, toujours sur l'actualité en République démocratique du Congo, je vous prie de suivre ce spot publicitaire. Je reviens juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali et Salakate, Bezamu Kier, Mama Azo Sepelate Nambetu, na Gavke, et Lamuki, Feti et Zongi, Ba Mama et on a pas problème hier, ma bota, Myome, Fibro, Trompe, Kiss, règle abondante, Ménopause, attaque, Komina, 65 ans, Mama, Okobota, Mwana, Yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, Ata Mwana, Alobakate, Mokulu Makasi, Topé à Lalakate, tozali na solution na Gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na Gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Voilà, on vient tous de suivre le spot publicitaire de Gavker. En tout cas, Gavker est Gavker est là pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les célibataires, les mariés, tous les problèmes de santé. Soyez libres de communiquer avec Gavker. Gavker est basé en Allemagne et en Angleterre. C'est là qu'ils ont leurs hôpitaux. Mais si vous avez des problèmes, peu importe où vous êtes, le déplacement s'est fait. Donc, on va vous envoyer votre colis. Vous signalez seulement, contactez-les, demandez-leur ce que vous voulez, les problèmes que vous avez, même ce qui n'est pas cité dans les spots publicitaires, dites-leur seulement que vous avez tel problème et veuillez les écouter. Ou sinon, ils traitent de tous les problèmes de santé et vous n'avez qu'à communiquer avec eux. Le versement de l'argent se fait. Dès que c'est fait, on va vous envoyer votre colis et ça va arriver là où vous êtes. Même dans les plus profonds villages de la RDC, le colis va arriver. Donc, traitez avec eux pour ne pas à regretter après, parce qu'on dit vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous voyez déjà il y a des symptômes, prenez déjà des engagements, voyez comment soigner ça avant que la situation ne s'empire. Alors, c'est avec ce spot publicitaire que je passe à la deuxième information. Je vous ai parlé d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron? Emmanuel Macron était face à un journaliste de Radio Okapi. En tout cas,
ce journaliste m'a beaucoup plu. Vous voyez, quand vous êtes informé, vous savez poser les bonnes questions. Parce que ce qu'il a dit là, je l'avais déjà dit sur décryptage politique, quand je vous parlais de la source même de nos problèmes, la source des problèmes que nous avons à l'est du pays, entre la RDC et le Rwanda. La source même de tous ces problèmes-là. Ceux-là qui sont fidèles à décryptage politique, vous allez vous rappeler de ce que ce monsieur a dit. Alors, je vous passe, ce n'est pas une longue vidéo, mais quand même, je vous prie de suivre ça parce que j'ai voulu partager avec vous. Je vais aussi revenir pour vous passer mon analyse. On suit ça. Radio Okapi, ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Pour vous rappeler, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, ces problématiques, la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. Et j'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Je suis Michel Fifinango. Là, on vient tous de suivre ce que ce journaliste a posé. Il a posé des très bonnes questions, mais la façon de répondre d'Emmanuel Macron, on peut tous sentir que c'est un monsieur qui ne s'attendait pas à ces genres de questions et que il a voulu directement aller chercher à prouver que la France n'est pas coupable dans ce qui se passe à l'est du pays, dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce qui est faux, c'est un mensonge, parce que la France, ensemble avec les États-Unis, ont autorisé à ce que, ont forcé la venue des FDLR à l'est du pays. Ils ont travaillé avec Kagame qui est allé tuer ses propres frères pour prouver sa loyauté à Bill Clinton et aux Français. Alors les Français ont vu que Kagame était le leader, il était l'homme idéal pour travailler avec eux.
C'est ainsi qu'ils ont forcé Mobutu d'accepter les FDLR d'entrer à l'est du pays, eux qui étaient armés, parce que les FDLR sont les Hutus, ce sont eux qui étaient au pouvoir au Rwanda. Alors, on a fait croire aux gens que à l'est au Rwanda, les personnes qui ont tué, qui ont commis ces génocides, c'était les Hutus qui ont tué les Tutsis. Les Tutsis dont fait partie qui ça? Kagame. Alors Kagame, il est venu en héros et quand il est retourné au pays, parce que lui aussi il était en exil, c'est un peu une longue histoire, je vous avais déjà raconté ça. Alors quand il est retourné au pays, il est rentré en héros et c'est lui et son groupe armé qu'il dirigeait, ce sont eux qui ont arraché le pouvoir des mains des Hutus. Alors les Hutus avaient fui le Rwanda par qu'est-ce que je peux dire? Ils avaient fui par peur, par crainte d'être tués parce que, soi-disant, c'était eux qui avaient commis le génocide. Voilà pourquoi on a forcé, on a obligé à Mobutu d'ouvrir la frontière afin que ces gens-là puissent fuir à l'est du pays. C'est ainsi que les FDLR sont venus à l'est du pays. Ces gens-là étaient venus armés et jusqu'aujourd'hui, ils constituent une menace pour nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays. C'est un peu une longue histoire là, mais la réalité est que Kagame avait tué ses propres frères pour prouver sa loyauté aux Américains et aux Français. Maintenant, si on revient au deuxième volet de la question de ce journaliste de Radio Okapi, il a parlé des deux nuances, celle de la RDC et de la Russie. Il dit que la France est plus impliquée dans l'histoire, dans la guerre de l'Ukraine et Russie, parce que la France est derrière l'Ukraine, la France soutient l'Ukraine, mais pourquoi la France ne soutient pas la RDC? La France est même incapable de sanctionner le Rwanda, la France est même incapable d'aider la RDC. La France donne l'argent, il a parlé des 20 millions qui étaient octroyés au Rwanda, soi-disant pour les aider dans leurs problèmes et consorts. Vous avez vous-même suivi ça. Alors, est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ce deuxième volet, on peut considérer la France comme un allié à la RDC? Alors, voilà pourquoi vous avez entendu comment Macron était en train de mâcher ce mot. Par rapport à ce deuxième volet de sa question, ce que je peux dire, toujours dans l'histoire de l'Ukraine et la Russie, si vous regardez l'origine même de l'histoire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas d'abord question de l'OTAN. Poutine ne veut pas que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN et consorts. Les pays européens ont voulu que quand Poutine a voulu attaquer l'Ukraine, les pays européens ont dit au président, il y avait un autre président avant Zelensky qui était chassé parce que lui, il n'avait pas voulu se battre. C'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre un autre président qui est Zelensky. Zelensky, il est un militaire. Ils lui ont dit, parce que Poutine veut t'attaquer, nous te permettons. Nous voulons assez que nous voulons assez que tu ne puisses pas fuir. Tu dois rester là et tu dois te battre. Ne laisse pas Poutine faire ce qu'il veut. Nous allons te soutenir, nous allons tout te donner. Voilà pourquoi vous voyez, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, tous ces grands pays-là qui sont derrière l'Ukraine parce que ce sont eux qui ont poussé Zelensky à se battre. Aujourd'hui, il y a des victimes de la guerre. On parle de plus de 600 000 personnes qui sont déjà mortes en Ukraine. Juste parce que Zelensky a voulu travailler pour ces gens-là et aujourd'hui, c'est sa population qui est en train de périr. Voilà pour vous comprenez un peu l'aide que la France est en train d'attribuer à l'Ukraine. C'est ce qui se passe là-bas. Et c'est de la même chose avec ce qui se passe à l'est du pays. La France est derrière le Rwanda. C'est la France qui soutient le Rwanda pour que le Rwanda continue à voler, à piller les minéraux congolais pour que la France, elle, puisse bénéficier. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi la France soutient le Rwanda. C'est ce qui se passe là-bas. On a créé soi-disant ce forum pour aider pour aider les Congolais, pour apporter de l'aide financière à la République démocratique du Congo. Nous avons, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui diront on a besoin d'aide financière
oui, il y a les personnes qui sont victimes de la guerre. Ces personnes-là ont besoin de l'aide financière, elles ont besoin de n'importe quelle aide. C'est vrai. Mais la réalité, si on veut toucher aux vraies causes de la guerre, si on veut réellement aider les personnes qui sont à l'est du pays, c'est d'arrêter d'aider le Rwanda, de mettre fin à cette guerre. Parce que la France a aussi une main mise sur ce qui se passe à l'est. Alors, pourquoi chercher à nous donner des miettes au moment où non seulement vous êtes en train de supporter ou d'aider financièrement et militairement le Rwanda, vous bénéficiez aussi des minéraux que les Rwandais volent sur notre sol congolais. Alors, qui est en train de perdre? On se joue de qui ici? On se joue des Congolais. Donc, c'est une honte encore pour Macron, lui qui est dénié un peu partout là, tous les pays, euh, euh, le Burkina Faso, les pays du Sahel, dans le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces pays ont déjà tourné le dos à la France et il a déjà compris ça. Il avait dit que il avait d'abord compris que c'est seulement le Burkina Faso. Voilà pourquoi il avait dit je vais tout faire pour arracher le pouvoir à Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il a vu que ces gens-là sont unis. Les trois pays ont formé tout un État et ensemble ils se protègent mutuellement. Et ils sont en train de combattre, de déstabiliser la France. Au moment où je vous parle, depuis leur époque coloniale, ces pays-là, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, toute entreprise française qui évoluait, qui avait été créée dans ces pays-là, versait leurs impôts en France. C'est-à-dire, vous créez une entreprise au Burkina Faso, une entreprise des Français. Cette entreprise-là ne paye pas les impôts au Burkina Faso, mais ce pays-là, cette entreprise va payer ses impôts en France. Alors, les Burkinabés, les Maliens ont vu que non. Ces gens sont en train de nous voler. Ils ont décidé que toutes les entreprises qui vivaient, qui fonctionnaient plutôt dans leur pays, doivent payer, verser leurs impôts dans les pays qui les abritent. Parce que c'était une loi qui était votée selon laquelle si les Burkinabés, par exemple, avaient des entreprises en France, ils devraient payer leurs impôts, verser leurs impôts au Burkina Faso. Et si les Français avaient des entreprises au Burkina Faso, ils devraient verser leurs impôts en France. Ils savaient déjà que c'était juste un truc qu'ils ont créé pour se faire de l'argent parce qu'ils savaient que les Africains n'investissaient pas en France. Ils avaient mis un mécanisme pour que ces gens-là, les Africains, n'aient pas des entreprises là-bas en France. Voilà pourquoi ils ont dit, pas question, nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas faire ça. Vos entreprises devront verser leurs impôts ici. Et au moment où je suis en train de vous parler, la France est en train de perdre un milliard parce que tout l'argent là de ces entreprises qui étaient supposées aller en France sous forme d'impôts, ça ne part plus là-bas, ça part dans les pays respectifs qui hébergent ces entreprises-là. Et aujourd'hui, je peux même vous dire, pour vous informer, depuis 1970, depuis 70 ans plus tôt, le Burkina Faso n'a jamais eu de réserves d'or. Mais la France, elle a des réserves d'or au moment où il n'a pas de l'or dans son pays. Donc, c'était un pillage. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a une réserve d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des mécanismes pour protéger leurs intérêts. Maintenant, ce qui se passe avec le Macron là, c'est le Macron avec le Rwanda. Ils sont en train de piller nos minéraux. Donc, ils volent nos minéraux et ils soutiennent le Rwanda. C'est-à-dire, ils perdent d'un côté, mais ils gagnent de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Les gens vont aimer ce qu'ils donnent là, des miettes. On va donner des millions de dollars pour aider des gens, pour aider les sinistrés, les victimes de la guerre et consorts. Mais si vous comparez tout ce que ces gens-là gagnent, d'abord au Congo, là, il y a combien d'entreprises françaises? Et est-ce que ces entreprises-là versent leurs impôts au trésor public? Point d'interrogation. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je dois passer à la dernière information. C'est Félix Tshisekedi qui a fait une promesse à la population de l'Est. Il a dit ceci: si
il a promis la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo dès que la guerre s'est terminée. C'est une vidéo de 4 minutes que je vous prie de suivre, après quoi je vais faire ma petite analyse et on va terminer. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépend. Toute paix durable. Voilà. Je pense qu'on a tout suivi. En tout cas, j'aurais aimé beaucoup parler là-dessus, mais on a tout suivi. C'est que le président Félix Tshisekedi a dit. Si j'ai mon mot à dire par rapport à ça, c'est que le président, si j'analyse son discours, le président est en train de
projeter la paix à l'est du pays d'ici 2026 parce qu'il a mis en place tout un programme, tout un projet pour la réhabilitation de la partie est, toutes les zones qui sont occupées par les rebelles. En tout cas, il y a tout un projet, reconstruction de routes, écoles et consorts. C'est bien beau tout ça, un peu comme l'Ukraine qui est en guerre, les pays, je voulais citer un peu avant ça, les pays qui sont derrière l'Ukraine ont déjà mobilisé on parle de 100 milliards de dollars, je ne sais pas, pour la réhabilitation ou la reconstruction de l'Ukraine. Alors, ces pays-là sont derrière l'Ukraine pour ça. Alors, il y a aussi un projet en RDC avec le président Félix Tshisekedi de la reconstruction de la partie de l'Est, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Alors, l'argent là, les 5 milliards de dollars vont venir d'où? Pas d'interrogation. Est-ce qu'on va encore aller demander à la Banque mondiale? Parce que là, on est en train de s'endetter davantage. D'abord, cette même année, on a déjà demandé 1 milliard de dollars pour la reconstruction, pour la construction plutôt de Inga 3. La Banque mondiale nous a déjà donné 250 millions de dollars. On est à part ça, on est encore retourné vers la Banque mondiale pour demander 500 millions de dollars pour la construction du corridor de Lobito. Je vous l'avais déjà expliqué. Notre partie RDC Zambie, on doit construire parce que les États-Unis, eux, de leur part, ils vont construire de l'Angola à la Zambie. C'est nous qui devrions maintenant construire de la Zambie en RDC. Alors, c'est à nous de financer cela. On est retourné à la Banque mondiale pour demander les 500 millions au moment où les travaux normalement exigent 900 millions pour la construction de ces corridors de Lobito. Alors, quand on parle de 500 milliards à l'horizon 2026, d'où va venir cet argent? On va encore augmenter notre dette internationale? Point d'interrogation. Un point qui a retenu mon attention aussi, c'est qu'il a dit qu'il n'y aura pas d'impunité, on ne va pas laisser les personnes qui ont commis des atrocités, qui ont tué, qui ont massacré nos frères congolais, nos sœurs congolais, qui ont violé, toutes ces personnes criminelles seront jugées. Et si ces personnes-là s'avéraient être encore en vie, personne ne va échapper à la justice. C'est bien beau tout ça. Mais nous devons un peu analyser et réfléchir ici parce que si M. Félix Tshisekedi entrevoit une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo à l'horizon 2026, c'est-à-dire qu'il fait confiance à ce qui se passe à l'accord de Doha entre le M23 et les gouvernements congolais. Si on est en train de négocier avec les M23 pour que ces derniers puissent quitter l'Est de la République démocratique du Congo, alors, par quel mécanisme on va encore, nous qui avions négocié avec ces gens-là pour qu'ils puissent quitter, maintenant on va les poursuivre en justice pour les faire payer pour ce qu'ils ont fait? Ça ne cloche pas, selon moi. Vous êtes libre de me faire de m'écrire en commentaire, dites-moi un peu si vraiment ça a son sens. C'est beau le discours, je pense qu'il a écrit pour faire plaisir, mais c'était pas réfléchi selon moi, parce que vous ne pouvez pas chercher à traiter avec les M23 pour que ces derniers puissent quitter la RDC et puis vous-même vous dites que vous allez traduire en justice les personnes qui ont commis des crimes, des exactions à l'est du pays. Personne ne va échapper à la justice. En tout cas, je vous laisse donner votre point de vue par rapport à ça. Quant à moi, je viens de terminer la session d'aujourd'hui de décryptage politique. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir toujours été des nôtres. Votre présence nous donne la force, comme je ne sais se le dire, quand vous êtes là, à nous regarder, à nous encourager, à liker, à aimer les vidéos, à partager, vous nous donnez de la force parce que sans vous, on ne peut rien faire. Sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Merci encore une fois. Je vous retrouve demain pour une autre session de décryptage politique. Bye.